Ce soir, la reine est assistée du duc de Kent et de sa sœur, la princesse Alexandra. Cette dernière remplit des fonctions officielles depuis 50 ans. Lorsque le coursier privé de la princesse Alexandra est arrivé au palais de Kensington, portant une valise doublée de velours, en ce paisible mercredi après-midi, personne n'aurait pu prédire la tempête qui allait s'abattre sur la famille royale. Ce coffret contenait des bijoux ayant appartenu à la reine-mère elle-même, des pièces si importantes que leur transfert révélerait des divisions au sein de la monarchie soigneusement dissimulées pendant des années. Et la reine Camilla, censée les recevoir, avait été complètement écartée. Ce qu'avait fait la princesse Alexandra, et pourquoi elle avait choisi ce moment précis pour honorer des instructions vieilles de plusieurs décennies, en donnant tout à Catherine, tout en excluant délibérément Camilla, allait déclencher des tensions imprévues. La décision était ferme, personnelle et sur le point de tout changer. Catherine était en train de consulter son emploi du temps pour la semaine à venir, lorsque sa secrétaire particulière frappa doucement et entra. Pourtant, un coffret en bois finement ouvragé, le genre de coffret utilisé pour transporter des objets d'une valeur inestimable, des objets qui avaient traversé les générations et dont le poids dépassait de loin leur valeur monétaire. « Ceci vient d'arriver pour vous, madame », dit la secrétaire en le déposant délicatement sur le bureau de Catherine. Catherine leva les yeux, surprise, vers la princesse Alexandra. Elles entretenaient une relation chaleureuse, fondée sur un respect mutuel et des conversations privées occasionnelles sur les défis de la vie royale. Mais les livraisons inattendues étaient inhabituelles. Alexandra était méthodique, une personne qui planifiait soigneusement ses actions et agissait rarement sur un coup de tête. Catherine remercia sa secrétaire et attendit d'être seule avant d'ouvrir la mallette. Lorsqu'elle souleva le couvercle, elle eut le souffle coupé. Nichée sur un velours bleu nuit, des bijoux la faisaient vibrer. Une broche en saphir et diamant qui semblait capturer la lumière et la retenir. Des boucles d'oreilles en perles d'une beauté si lumineuse qu'elle paraissait presque vivante. Un bracelet d'émeraude aux dorures si finement travaillées qu'il semblait figé dans le métal. Et, plus saisissante encore, un diadème. Non pas l'une des pièces imposantes de la collection de la couronne, mais un bijou plus personnel. Plus in time. Les diamants étaient sertis selon un délicat motif en treillis qui semblait à la fois fragile et éternel, captant la lumière de l'après-midi qui filtrait par les fenêtres de son bureau et la projetant sur les murs en une multitude de points brillants. Catherine prit l'enveloppe posée sur les bijoux, son nom inscrit de la main si particulière d'Alexandra. À l'intérieur se trouvait une lettre de plusieurs pages, écrite sur un épais papier crème. Catherine commença à lire, et à chaque paragraphe, la signification de ce qu'elle tenait entre ses mains devenait plus claire et plus bouleversante. « Ma chère Catherine, » commençait la lettre, « les fragments que tu tiens maintenant me sont parvenus par un chemin qui a débuté bien avant ton entrée dans cette famille. Pourtant, je crois qu'ils étaient destinés à vous parvenir. » Alexandra expliqua que ces objets avaient appartenu à la reine-mère et lui avaient été offerts à titre privé dans les années précédant son décès. La reine-mère s'est éteinte paisiblement à l'âge de 101 ans. Elles ne faisaient pas partie de la collection officielle de la couronne et n'étaient donc pas soumises aux protocoles et hiérarchies qui régissaient la plupart des joyaux royaux. Il s'agissait de présents personnels échangés discrètement entre femmes qui savaient ce que signifiait servir la monarchie avec grâce et sans se plaindre. Ma tante Élisabeth me les a offerts avec des instructions très précises, écrivit Alexandra. Elle m'a dit qu'ils seraient finalement attribués à une personne incarnant les qualités qu'elle appréciait le plus au service de la famille royale, quelqu'un qui comprenait qu'appartenir à la royauté relevait du devoir plutôt que du statut, du contact avec le peuple plutôt que du maintien d'une distance aristocratique, du sacrifice plutôt que du privilège. La lettre décrivait chaque pièce avec une précision touchante. La broche en saphir était l'une des favorites de la reine-mère, qu'elle avait portée lors d'innombrables engagements tout au long de sa longue vie. Elle l'avait reçue en cadeau du roi George VI au début de leur mariage, et il était devenu une sorte de talisman pour elle. Les boucles d'oreilles en perles avaient appartenu à la reine Mary avant de passer à la reine-mère, perpétuant ainsi une lignée remontant à l'époque victorienne. Le bracelet d'émeraude avait été acheté par la reine-mère elle-même lors d'un voyage en Inde, reflétant ses propres goûts et choix plutôt qu'une tradition héritée. Et le diadème. Le diadème avait l'histoire la plus intéressante de toutes. Il était parvenu à la reine-mère par l'intermédiaire de sa propre famille, les Bowes-Lyons, avant son mariage avec les Windsor.
Il s'agissait d'une propriété entièrement personnelle, jamais intégrée à la collection de la couronne. Elle le portait lors d'importantes occasions familiales, plutôt que lors d'événements officiels, ce qui en faisait un symbole de sa vie royale privée plutôt que publique. La reine-mère était une véritable gardienne du patrimoine royal. Elle m'a dit que ces pièces devraient aller à quelqu'un qui comprenait ce qu'elle comprenait. Dans sa lettre, Alexandra poursuivait en expliquant qu'être reine ne se résumait pas à porter des couronnes ou à vivre dans des palais. Il s'agissait d'être aux côtés de son peuple dans les moments les plus sombres, de rester à Londres pendant le Blitz alors qu'on aurait pu fuir, de visiter les hôpitaux et les quartiers bombardés et de montrer au peuple que la royauté représentait bien plus que de simples cérémonies. Catherine relut ces mots 2 fois, ressentant le poids de la comparaison. La reine-mère avait traversé la guerre et le deuil, avait vu la monarchie affronter des menaces existentielles et en ressortir plus forte. Les défis de Catherine étaient différents, mais les principes fondamentaux restaient les mêmes. Servir sans se plaindre, s'adapter sans renier ses valeurs fondamentales, protéger sa famille tout en honorant l'institution et faire croire que la monarchie a encore sa place dans le monde moderne. « Je vous observe depuis des années », a écrit Alexandra. J'ai vu comment vous avez géré des épreuves qui auraient brisé d'autres, comment vous avez modernisé votre approche tout en respectant les traditions essentielles, comment vous avez fait passer vos enfants avant tout, sans jamais vous soustraire à vos devoirs, comment vous avez enduré les critiques et les doutes sans jamais perdre votre sang-froid ni votre dignité. Tante Elizabeth t'aurait adoré. Catherine, elle aurait vu en toi exactement ce que je vois. Quelqu'un qui comprend que la vie ne se résume pas à ce que l'on reçoit, mais à ce que l'on donne. Et c'est pourquoi ces morceaux t'appartiennent. Catherine déposa la lettre, les mains tremblantes. Elle contempla à nouveau les bijoux, les percevant désormais non plus comme de simples objets de beauté, mais comme un message, une validation de la part d'une personne dont l'opinion pesait lourd. La princesse Alexandra avait servi la famille royale pendant plus de 70 ans, avait vu défiler monarques et premiers ministres, avait été témoin de scandales et de triomphes, forte du recul que seules des décennies de service pouvaient offrir. Et elle avait choisi Catherine pour recevoir ses pièces, honorant délibérément ce qu'elle croyait être les souhaits de la reine-mère en les lui offrant. Mais si Catherine se sentait honorée et touchée par ce geste, elle en percevait aussi le problème immédiat. Ces objets avaient appartenu à la reine-mère. Logiquement, ils auraient dû revenir à la reine Camilla. Elle était la reine consorte en titre. Après de nombreuses années de service à la couronne, il semble que l'ancienne Camilla Parker Bowles soit devenue Camilla, duchesse de Cornouailles. Selon la hiérarchie royale traditionnelle, les objets ayant appartenu aux reines précédentes devraient revenir à la reine actuelle. Qu'Alexandra ait complètement ignoré Camilla, en confiant ses pièces à Catherine à sa place, n'était pas un simple acte de générosité. C'était une prise de position, un jugement sur qui était la plus digne, qui incarnait le mieux les valeurs représentées par la reine-mère. Et ce jugement, une fois connu, allait engendrer d'énormes problèmes. Catherine resta assise seule dans son bureau pendant plus d'1 heure, examinant les bijoux entre ses mains et se demandant quoi faire. Son premier réflexe fut de contacter immédiatement Alexandra pour la remercier chaleureusement tout en lui expliquant avec douceur qu'elle ne pouvait accepter de cadeaux susceptibles de semer la discorde familiale. Mais, même en répétant mentalement cette conversation, Catherine savait qu'elle blesserait profondément Alexandra. Ce n'était pas un geste impulsif. Alexandra y avait manifestement longuement réfléchi et avait respecté ce qu'elle croyait être les instructions précises de la reine-mère. Refuser ce cadeau, c'était refuser non seulement le bijou, mais aussi la confiance et l'approbation qui l'accompagnaient. Ce serait dire à Alexandra que son jugement était erroné, que sa compréhension des souhaits de la reine-mère n'avait aucune importance. Catherine décida qu'elle devait parler à William avant de prendre une décision. Elle remit soigneusement les bijoux dans leur écrin et les mit de côté, puis essaya de se concentrer sur ses autres tâches. Mais se concentrer, lui, était impossible. Son esprit revenait sans cesse aux saphirs, aux perles et aux diamants, à la lettre d'Alexandra, à la situation inextricable dans laquelle elle se trouvait. Lorsque William rentra ce soir-là, Catherine le conduisit dans son bureau et lui montra tout. La boîte, les bijoux, la lettre. Elle observa son visage tandis qu'il lisait les mots d'Alexandra et vit son expression passer de la curiosité à la compréhension, puis à l'inquiétude. « Elle a raison à ton sujet », dit William lorsqu'il eut fini de lire. « Ces objets devraient être à toi. Tu les as mérités à tous égards. Mais Camilla, dit Catherine, ils appartiennent à la reine-mère. Camilla est désormais reine consort. Elle va percevoir cela comme un affront délibéré. » William resta silencieux un long moment.
Il prit le diadème, examinant sa facture à la lumière de la lampe. Alexandra avait le droit de les offrir à qui elle voulait, dit-il finalement. C'étaient des présents, non des objets de la collection de la couronne. Légalement et éthiquement, elle peut en faire ce qu'elle veut. Légal et éthique ne signifie pas forcément sage, répliqua Catherine. Une fois que les gens seront au courant, une fois que Camilla le saura, cela va créer précisément le genre de tension et de spéculation que nous avons passé des années à essayer d'éviter. Elles discutèrent tard dans la nuit, explorant toutes les possibilités. Elles pouvaient accepter le cadeau, mais sans jamais porter les bijoux en public, les conservant comme un trésor privé qui ne susciterait pas l'attention. Elle pouvait en informer Camilla directement avant que l'information ne fuite par d'autres voies, en présentant cela comme une décision autonome d'Alexandra, reflétant sa relation avec la reine-mère plutôt qu'un quelconque jugement contemporain. Il pourrait même suggérer que certaines pièces intègrent la collection royale plutôt que d'être conservées personnellement, même si cela irait à l'encontre des intentions d'Alexandra. Chaque option présentait des inconvénients, chaque choix engendrait des complications. Et finalement, ils savaient tous deux que la décision pourrait leur échapper complètement, dictée par des circonstances indépendantes de leur volonté. Ces circonstances survinrent plus vite qu'ils ne l'avaient imaginé. Moins de 48 heures après l'arrivée du colis, des rumeurs commencèrent à circuler dans les cercles du palais Reliant Kensington, Buckingham et Clarence House. Un employé ayant réceptionné la livraison en parla nonchalamment à un collègue, ignorant son contenu et son importance. Ce collègue en fit part à son tour. En quelques heures, les faits essentiels parvinrent aux oreilles de ceux qui les trouvèrent fort intéressants. À la fin de la semaine, au sein de la famille royale, on discutait discrètement du mystérieux colis envoyé par la princesse Alexandra à Catherine. Les spéculations se précisaient à chaque nouvelle version. Certains disaient que c'étaient des documents, d'autres pensaient que c'étaient des œuvres d'art. Quelques-uns, se fiant uniquement à leur intuition et à leur connaissance de ce qu'Alexandra pouvait posséder, supposaient que c'étaient des bijoux. Ces rumeurs finirent par parvenir aux oreilles d'une personne qui en parla à un journaliste bien informé au palais. Soudain, Catherine et William furent assaillis de questions au sujet d'un cadeau qu'ils avaient espéré garder secret. Catherine prit la difficile décision d'agir. Elle appela Alexandra, la remercia de nouveau pour ce cadeau extraordinaire, et lui expliqua que l'affaire allait être révélée au grand jour. « Je tiens à respecter vos souhaits et à conserver ces objets, » dit Catherine avec précaution, « mais j'ai besoin de savoir si vous êtes d'accord pour que je publie une déclaration expliquant le contexte et vos raisons. Sinon, l'histoire sera écrite par des personnes ignorant la vérité et en fera quelque chose de déplaisant. » La réponse d'Alexandra fut immédiate et ferme. « Je n'ai rien à cacher. Ma chère, je suis fier de te les avoir confiés. Si la vérité dérange, peut-être ce malaise a-t-il mérité. Dites ce que vous avez à dire. » Avec l'accord d'Alexandra, Catherine a collaboré avec l'équipe de communication du palais pour rédiger une déclaration. Ils ont pesé chaque mot, cherchant le juste équilibre entre honnêteté et discrétion. La version finale reconnaissait que Catherine avait reçu de la princesse Alexandra des bijoux ayant appartenu à la reine-mère. Elle expliquait qu'il s'agissait d'objets personnels reçus en cadeau à titre privé par Alexandra, qui était donc libre d'en disposer à sa guise. Elle précisait qu'Alexandra avait choisi de les offrir à Catherine en reconnaissance de son dévouement au service de la famille royale et de son incarnation des valeurs défendues par la reine-mère. Le communiqué se terminait par les remerciements de Catherine pour ce geste généreux et significatif. Il omettait délibérément toute mention de Camilla et toute explication quant à son exclusion. Cette omission était stratégique, visant à mettre l'accent sur le geste positif plutôt que sur la question de savoir qui avait été exclu. Bien sûr, quiconque lirait la déclaration remarquerait immédiatement ce qui n'y était pas dit. L'absence du nom de Camilla serait aussi significative que n'importe quel élément qui y figurerait. La reine Camilla a appris l'existence des bijoux de la même manière que la plupart des gens. Elle prenait le thé à Clarence House avec plusieurs amis de longue date lorsque son téléphone s'est mis à vibrer. On lui envoyait des liens vers des articles au titre tels que « Princesse Alexandra, cadeau, la collection privée de la reine-mère offerte à Catherine et des bijoux royaux rares légués à la princesse de Galles plutôt qu'à la reine Camilla. » La première réaction de Camilla fut la confusion. Elle posa sa tasse de thé et se mit à lire, cherchant à comprendre ce qui s'était passé.
Elle ignorait l'existence d'une telle collection en possession d'Alexandra, n'avait pas réalisé que la reine-mère avait distribué des objets personnels en dehors des circuits officiels. À mesure que la portée de l'événement se précisait, lorsqu'elle comprit que des objets liés à la reine-mère avaient été offerts à Catherine plutôt qu'à elle, la confusion laissa place à autre chose. Une blessure profonde et authentique qui la transperçait, ébranlant son calme habituellement impeccable. Cette blessure provenait de sources multiples. D'abord, le message implicite qu'elle n'était pas digne des objets liés aux reines précédentes. Le fait qu'elle ait été reine consorte, malgré des années de service et de sacrifice, soit jugée moins méritante que Catherine. De plus, le caractère public de cette nouvelle, l'apprendre par les médias, plutôt que par une communication familiale privée, fut vécu comme une humiliation délibérée. Qu'elle ait ou non un droit légal sur les bijoux, un préavis aurait été apprécié. 16 Amies, voulant de la soutenir, n'ont fait qu'empirer les choses. C'est clairement un affront, a déclaré Lady Lansdowne d'un ton ferme. Alexandra devait se douter de la façon dont cela serait perçu. Et pour que Catherine accepte, sachant que cela te blesserait, elle a probablement insisté, à ajouter une autre amie. Catherine a toujours été très soucieuse de son image. Cela la fait passer pour la véritable héritière de la reine-mère, tandis que vous êtes tout simplement oublié. Ces remarques, aussi bien intentionnées soient-elles, n'ont fait qu'attiser le ressentiment de Camilla. Lorsque le roi Charles est rentré à Clarence House ce soir-là, Camilla était en proie à une colère véritable. Elle se sentait trahie, bafouée et rabaissée. Elle voulait que son mari reconnaisse que ce qui s'était passé était inacceptable. Charles se trouvait dans une situation inextricable. Il comprenait la peine de sa femme et savait qu'elle devait se sentir rejetée. Mais il reconnaissait aussi qu'Alexandra avait agi dans son droit. Il s'agissait de ses biens personnels. Elle pouvait en disposer à sa guise. Catherine n'avait rien fait de mal en acceptant un cadeau d'un membre âgé de la famille. Il n'y avait pas de méchant, juste une situation malheureuse qui révélait des tensions sous-jacentes liées au statut et à la valeur. Il essaya de l'expliquer à Camilla avec douceur. Ces objets appartenaient à Alexandra, a-t-il déclaré. Elle avait parfaitement le droit de les donner à qui elle voulait. Cela ne vous concerne pas et n'affecte en rien votre position. Cela ne me concerne pas? La voix de Camilla Silva. Charles, il s'agissait des bijoux de la reine-mère. Je suis désormais reine consort. Selon toute tradition, les objets ayant appartenu aux reines précédentes devraient me revenir. Or, ils vont à Catherine, et je l'apprends par les journaux. La dispute qui s'ensuivit fut l'une des plus graves de leur mariage. Camilla a accusé Charles de toujours privilégier William et Catherine, ignorant ses préoccupations légitimes. Charles a rétorqué qu'elle ramenait l'affaire à elle-même alors qu'il s'agissait en réalité d'honorer les dernières volontés de la reine-mère telles qu'interprétées par Alexandra. Camilla a répliqué que les volontés de la reine-mère, si elles existaient réellement, dataient de plusieurs décennies et ne pouvaient en aucun cas tenir compte de la situation actuelle quant à la personne qui occupait effectivement la fonction de reine. Ils tournèrent en rond pendant plus d'une heure, chacun campant sur ses positions, aucun ne voulant céder du terrain. La conversation s'acheva par le départ de Camilla en larmes, et Charles, frustré et épuisé, se versa un grand verre de whisky. Le lendemain matin, Charles appela William. Le père et le fils ont eu une conversation prudente sur la façon de gérer les conséquences de cette situation. « Ta belle-mère est très blessée », a dit Charles. « Je comprends ce qu'elle ressent. Même si je ne pense pas que quiconque ait mal agi, il serait utile que Catherine prenne contact directement avec elle, de femme à femme, pour apaiser les tensions. » William resta silencieux un instant. « Catherine n'est pas responsable de cette situation, » finit-il par dire. Elle a reçu un cadeau non sollicité d'Alexandra. Le refuser aurait été insultant. De quoi devrait-elle s'excuser? « Au juste? Je ne demande pas d'excuses, » dit Charles avec précaution. « Juste une conversation. La reconnaissance que la situation est difficile pour Camilla. » Parfois, le geste compte plus que le fond. William en a discuté avec Catherine ce soir-là. Elle était réticente, mal à l'aise à l'idée de faire le premier pas alors qu'elle était convaincue de n'avoir rien fait de mal. Mais elle comprenait aussi que l'harmonie familiale comptait, que les tensions persistantes entre elle et Camilla créeraient des problèmes pour tout le monde. « Je l'appellerai », finit par dire Catherine, « mais je ne m'excuserai pas d'avoir accepté un cadeau auquel j'avais pleinement droit. Je comprendrai ses sentiments, mais je ne concéderai pas qu'il se soit passé quoi que ce soit d'inapproprié. » L'appel téléphonique du lendemain fut tendu et gênant. Catherine commença prudemment, expliquant qu'elle comprenait que la situation avait dû être surprenante et qu'elle espérait que Camilla savait qu'il n'y avait eu aucune intention de blesser.
Elle expliqua que le cadeau était arrivé à l'improviste et qu'elle avait été aussi surprise que n'importe qui d'autre. La réponse de Camilla fut calme et maîtrisée. « J'apprécie votre appel, dit-elle, mais je pense que vous deviez vous douter de l'effet que cela aurait sur moi, de ce que je ressentirais en voyant des articles annonçant que vous receviez la collection privée de la reine-mère. Un avertissement préalable aurait été de bon ton. » Catherine prit une inspiration. « J'ai reçu ce cadeau quelques jours seulement avant que l'affaire n'éclate, dit-elle doucement. Nous n'avons pas eu le temps de gérer toutes les situations délicates avant d'être contraintes d'agir. Je suis désolé que tu aies été blessé. Ce n'était absolument pas mon intention. L'intention n'a pas toujours d'importance, répondit Camilla. Parfois, c'est l'impact qui compte. Et ici, l'impact est que moi, Lorraine Consort, j'ai été écarté de la liste des choses qui, traditionnellement, auraient dû me revenir. Cela envoie un message. Catherine, que vous l'ayez voulu ou non. La conversation se poursuivit pendant plusieurs minutes, les deux femmes conservant une politesse irréprochable tout en clarifiant leur position. Catherine souligna qu'elle avait simplement accepté un cadeau d'un membre important de la famille et qu'Alexandra avait pris sa propre décision en fonction de sa relation avec la reine-mère. Camilla, quant à elle, affirma qu'il aurait fallu davantage réfléchir à l'impact que cela aurait sur elle et à ce que cela révélerait des priorités de la famille. Ils ont mis fin à l'appel sans parvenir à une solution. Chacun avait dit ce qu'il fallait dire, mais la tension sous-jacente persistait. Au contraire, le fait d'en parler à voix haute n'avait fait que renforcer la division au lieu de l'apaiser. L'affaire a monopolisé l'attention médiatique royale pendant des semaines. Les articles d'opinion ont analysé chaque aspect, disséqué les relations et spéculé sur les conséquences futures. L'opinion publique était très partagée, reflétant des clivages plus larges quant à la perception des différents membres de la famille royale. Ceux qui admiraient Catherine considéraient ce cadeau comme une juste reconnaissance de son dévouement, preuve que l'ancienne génération appréciait ses services. Les partisans de Camilla, quant à eux, y voyaient un affront révélant un préjugé persistant à l'encontre de la reine consort, preuve qu'elle ne serait jamais pleinement acceptée. Les commentateurs royaux ont consacré des heures d'antenne à analyser les nuances de cette affaire. Certains affirmaient que Catherine incarnait l'avenir de la monarchie, tandis que le règne de Camilla était nécessairement limité par son âge, justifiant ainsi, d'un point de vue stratégique, de confier des pièces importantes à une personne qui les porterait pendant des décennies. D'autres insistaient sur l'importance du protocole et de la hiérarchie et estimaient que la reine consort en exercice devait avoir la priorité, indépendamment de tout mérite personnel ou de toute considération à long terme. Les réseaux sociaux, comme on pouvait s'y attendre, ont été impitoyables. Pendant des jours, les hashtags soutenant différentes positions ont fait le buzz. L'opposition entre Team Catherine et Team Camilla est devenue le symbole de débats plus larges sur la question de savoir si la monarchie doit reposer sur la tradition ou le mérite, sur le statut héréditaire ou sur le respect acquis. Les mèmes ont proliféré. Les sections de commentaires se sont transformées en champs de bataille. Les bijoux, offerts sans signe de confiance et en toute discrétion, étaient devenus un symbole que différentes factions instrumentalisaient pour promouvoir leur vision respective de l'avenir de la famille royale. Catherine s'efforçait d'ignorer ces polémiques, se concentrant sur son travail et sur les responsabilités qui comptaient vraiment. Elle assistait à des événements, rencontrait des représentants d'organismes caritatifs, visitait des écoles et des hôpitaux. Elle assumait ses fonctions de princesse de Galles, malgré la polémique qui faisait rage autour d'elle. Mais c'était épuisant. Se retrouver au cœur d'une controverse qu'elle n'avait ni recherchée ni maîtrisée était une épreuve. Guillaume, à la fois protecteur et frustré, pressait les fonctionnaires du palais de défendre son épouse contre les attaques injustes. Certains étaient disposés à le faire. D'autres, plus prudence, ne souhaitaient pas donner l'impression de prendre parti dans ce qui était de plus en plus perçu comme une lutte entre Catherine et Camilla. La réticence à soutenir pleinement Catherine irrita William, mais il comprenait aussi les calculs politiques en jeu. Les fonctionnaires du palais servaient avant tout l'institution, et cela impliquait parfois de ne pas soutenir trop fermement une personne. La princesse Alexandra observait la tempête médiatique avec une angoisse croissante. Elle s'attendait à ce que sa décision suscite un certain intérêt, mais n'avait pas anticipé qu'elle prendrait une telle ampleur. Elle envisagea de publier un communiqué pour clarifier ses intentions, mais ses conseillers la convainquirent que toute déclaration de sa part à ce stade ne ferait qu'alimenter les positions déjà tranchées. 6 mois après le don initial, la polémique publique commença enfin à s'apaiser, mais ses répercussions continuaient de se faire sentir au sein de la famille.
Les relations avaient été mises à l'épreuve et dans certains cas, irrémédiablement bouleversées. Catherine et Camilla entretenaient des relations cordiales, mais distantes. Elles se parlaient lorsque c'était nécessaire lors des réunions de famille, souriaient pour les photos et donnaient l'illusion de l'unité. Mais la chaleur qui avait existé entre eux auparavant, jamais profonde certes, mais au moins sincère, avait disparu. Tous deux étaient suffisamment professionnels pour le dissimuler aux caméras, mais ceux qui les connaissaient bien pouvaient constater le changement dans leurs interactions, ou plus exactement, dans la manière dont ils évitaient soigneusement d'interagir plus que nécessaire. Au sein du palais, la controverse avait révélé des failles qui existaient sous la surface, mais qui avaient été soigneusement dissimulées. Des camps bien distincts se formaient désormais. D'un côté, les fidèles de Guillaume et Catherine. De l'autre, ceux de Charles et Camilla. Ces divisions influençaient les décisions relatives au personnel, à l'allocation des ressources et à la répartition du soutien institutionnel. Ces dissensions n'ont pas dégénéré en guerre ouverte, mais elles ont engendré des dysfonctionnements et des tensions qui ont perturbé le fonctionnement du palais. Le roi Charles a tenté d'apaiser ces divisions par une série de réunions familiales privées. Les conversations, difficiles et parfois houleuses, ont abordé des griefs qui dépassaient largement le cadre des bijoux. Camilla a confié se sentir constamment comparée défavorablement à Diana, puis à Catherine, et ne jamais se sentir pleinement acceptée malgré des années de service. Catherine a évoqué la pression de devoir sans cesse faire ses preuves, d'être scrutée à la loupe pour chacune de ses décisions et critiquée systématiquement. Ces rencontres étaient douloureuses, mais aussi, d'une certaine manière, libératrices. Le simple fait de reconnaître les tensions que chacun feignait d'ignorer a permis de les gérer de manière plus constructive. Charles en est ressorti avec une meilleure compréhension des difficultés rencontrées par les différents membres de la famille et un engagement renouvelé à trouver un juste équilibre entre leurs besoins parfois divergents. Il ne pouvait pas résoudre tous les problèmes, ni faire en sorte que chacun se sente également important, mais il pouvait s'efforcer d'être plus attentif et réactif. C'était un début, certes imparfait. Les bijoux restèrent en possession de Catherine, soigneusement conservés et portés occasionnellement lors d'événements où leur présence était jugée appropriée et significative. Chaque fois qu'elle portait l'une de ces pièces, en particulier le diadème, Catherine pensait à la reine-mère, à la confiance qu'Alexandra lui accordait et aux valeurs qu'elle était tenue de défendre. Ces bijoux étaient devenus bien plus que de simples objets de beauté. Ils symbolisaient un héritage qu'elle se devait d'honorer, des valeurs qu'elle devait incarner. Et Catherine prenait cette responsabilité très au sérieux, s'en servant comme d'une source de motivation pour que sa conduite et son ministère soient à la hauteur de la confiance placée en elle. Des années plus tard, lorsque les historiens se pencheraient sur cette période de la monarchie, l'incident des bijoux serait cité comme révélateur des tensions inhérentes à une institution, tiraillée entre modernisation et respect de la tradition, entre respect de la hiérarchie et reconnaissance du mérite. L'incident en lui-même était relativement mineur dans le grand schéma de l'histoire royale, mais il a mis en lumière les défis auxquels la monarchie allait continuer de faire face à un avenir incertain. Catherine conservait la lettre d'Alexandra dans un coffre-fort privé, la relisant parfois lorsqu'elle avait besoin de se rappeler l'importance de son travail et les valeurs qu'elle était censée incarner. Les bijoux de la reine-mère, aussi beaux fussent-ils, lui importaient moins que le message que ce présent véhiculait. Une personne qui avait servi la couronne avec distinction pendant des décennies croyait que Catherine était digne de perpétuer un héritage remontant à plusieurs générations. Ce vote de confiance, cette reconnaissance d'une personne dont l'opinion comptait vraiment, avait plus de valeur que n'importe quel objet matériel. Catherine s'efforçait chaque jour d'être à la hauteur, de prouver qu'Alexandra avait bien fait de lui faire confiance, que l'héritage de la reine-mère était en sécurité entre ses mains. Que pensez-vous de la décision de la princesse Alexandra de court-circuiter complètement Camilla? Était-ce une reconnaissance appropriée des services rendus par Catherine ou une violation du protocole royal qui a créé des divisions inutiles? À votre avis, qu'aurait pensé la reine-mère elle-même du sort réservé à ses bijoux? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires inédites des coulisses du palais et cliquez sur la vidéo affichée à l'écran pour un autre aperçu fascinant des dynamiques cachées qui façonnent l'avenir de la famille royale.